Bonsoir à tous. C'est une fascination qui a d'ores et déjà duré un siècle. Le Titanic est absolument partout et on ne s'en lasse pas. Dans 48 heures, une vente de 5500 objets a lieu à New York. On ouvre des musées, littérature et cinéma font revivre mythes et réalités à chaque instant. C'est pourquoi nous avons donc intitulé cette émission Titanic, 100 ans de fascination. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Christian Buchet est historien de la mer et expert maritime. Vous dirigez le Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris et travaillez au sein du laboratoire d'histoire maritime du CNRS. Votre dernier livre, La mer, avenir de la Terre, est publié aux éditions La Martinière avec les photos de Philippe Plisson. L'amiral Laurent Mérère est ancien officier général de la Marine nationale. Vous êtes désormais écrivain et conférencier. Je rappelle votre roman des marins aux éditions du Rocher et la très récente parution de Moi, Haussmann, pirate somalien, chez le même éditeur. Patrick Mahé, journaliste, écrivain et éditeur. Vous avez notamment dirigé Paris Match, Télé 7 jours et créé le mensuel de tourisme Bon Voyage. Parmi vos nombreux ouvrages consacrés à la mer, citons le dernier né, Titanic, l'aventure, le mystère, la tragédie, aux éditions du Chêne. Enfin, Gérard Pioufret, journaliste et écrivain, vous êtes un spécialiste de l'histoire maritime et de l'aviation. Votre dernier livre, Les Grands Naufrages, vient de paraître aux éditions First. Et je cite aussi, nous étions à bord du Titanic. On se dit quand même que la seule chose insubmersible, c'est la fascination exercée par le Titanic. Christian Buchet, vous êtes d'accord? Oh bah c'est sûr. Ça fait rêver ou ça fait cauchemarder, je sais pas. Les deux marchent ensemble, non? Les deux marchent ensemble, voilà. Ça fait partie du même rêve, même côté nocturne. C'était de nuit en plus le Titanic. C'était quand même, dans le contexte du temps en 1912, le plus grand et le plus luxueux paquebot du monde, en plus lors de sa traversée inaugurale, et puis il y a tout un tas d'éléments, je dirais, un peu ésotériques qui se sont greffés dessus. Donc c'est normal, surtout qu'en plus un naufrage qui dure 2h40, on peut imaginer plein de choses, reconstruire plein de choses, et puis c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une page d'héroïsme. Vous savez, vous avez des naufrages réussis, des naufrages ratés. Excusez-moi, le naufrage du Titanic, de mon point de vue, est un naufrage réussi. Il y a eu des actes d'héroïsme parfaitement étonnants. Pardonnez-moi, alors je pense que l'expression que vous employez m'interpelle et par définition elle doit surprendre les téléspectateurs qui nous regardent, que parler de naufrage réussi, je vous laisse prendre un tout petit peu de temps pour nous donner la définition d'un bon naufrage réussi. Le Costa Concordia, c'est un... Ça c'est un naufrage raté dans son évacuation. D'accord. Parce que justement on n'a peut-être pas eu une évacuation parfaitement ordonnée ni réussie. On y reviendra en fin d'émission. Expliquez-moi la réussite du naufrage. Tout naufrage est une catastrophe, mais si vous voulez, quand vous prenez le radeau de la Méduse, que vous voyez, par faute de management, à quel point on est tombé dans le sordide, des gens qui la nuit vont se pousser, se cannibaliser, etc. Là, c'était 100 ans avant. C'était 100 ans avant, mais ça pourrait, on a vu d'autres cas. Merci de cette précision. Oui. Mais enfin ça, on ne sait jamais, ça peut tout à fait revenir. Dans le Titanic, il y a des actes d'abnégation étonnants. Bon, Guggenheim, qui va dans sa cabine parce qu'il veut mourir en smoking, un verre de whisky à la main. Isidore Strauss, qui est vraiment le propriétaire des grands magasins aux États-Unis, qui donne son gilet à une passagère. Et les actes d'abnégation sont peut-être à créditer, à imputer aux hommes de seconde classe qui, à 94% ont décidé de laisser passer les femmes et les enfants. Pour les troisièmes, c'est 84%. Donc il y a eu vraiment... Je vais comprendre, un naufrage réussi, c'est un naufrage élégant? C'est un naufrage élégant, quelque part. C'est un naufrage où vraiment on se positionne en tant qu'être humain et non pas se conduire comme des sauvages. Dans le cas du radeau de la Méduse, c'était un peu le cas. Alors, mais est-ce qu'on peut quand même... Oui, vous avez le droit de pondérer. À la question, est-ce qu'on peut un peu pondérer l'enthousiasme de Christian Buchet? La réponse est oui. Oui, je vous écoute. On peut pondérer l'enthousiasme de Christian Buchet, parce qu'en effet, il y a eu des actes d'élégance, réellement, effectivement, des gens qui ont donné leur gilet, qui ont respecté les lois de la mer sur les femmes et les enfants. D'abord, une partie d'entre eux en tout cas, pas tous. Il est vrai que 50% des enfants, il y avait 109 enfants à bord, sont morts, ont péri en mer. 80% des hommes ont péri en mer. 75% de l'équipage a péri en mer. C'est quand même intéressant pour relativiser. Oui. 75% des gens de 3e classe ont péri en mer. C'est ce qui me permet de juste atténuer un petit peu ce que disait Christian. Et puis, autre point... Juste une chose, Patrick Mahé, le fait, je le dis à un confrère, le fait que la statistique, enfin voilà, s'intéresse à ce point à un naufrage, c'est déjà la preuve du succès, du mythe. Et, évidemment. Voilà. Mais par rapport à la statistique, j'aurais un chiffre de plus à ajouter qui, lui, est encore un point noir, si j'ose dire, par rapport au sauvetage. C'est que, ce sera corrigé plus tard d'ailleurs, après 1914, il y a à bord du Titanic un nombre insuffisant de chaloupes de sauvetage, nettement insuffisant. Et deuxièmement, je termine juste là-dessus, après je redonne la parole à la question. Deuxièmement,
On peut embarquer 1178 on peut sauver, en théorie, 1178 personnes sur les 2200 et quelques qui sont à bord. 2435. Mais les canaux, quand ils vont partir dans ce sauve qui peut, dans ce SOS généralisé, n'embarqueront en fait que 60% de passagers qui étaient sauvables. Autrement dit, il y a encore 470 personnes qui n'ont pas pu avoir l'espérance de survie. Vous avez tout ce que vous venez de nous dire, pardonnez-moi, est passionnant. Simplement, je vous fais remarquer que ça ne remet pas en cause la notion du naufrage réussi. Vous venez de nous rappeler des éléments de la catastrophe, mais voilà, mais ça ne change pas la notion de naufrage réussi. Ça vous choque qu'on puisse parler de naufrage réussi? Non, c'est réussi, élégant, c'est les mots qui me vont bien, et je trouve qu'en particulier, oui, mettons-nous d'accord sur l'élégance. Si on peut parler d'élégance avec autant de morts, mais en particulier pour la partie qui est un petit peu la mienne, c'est-à-dire la conduite nautique du bâtiment. Moi, quand on regarde ce qui s'est passé, le commandant et les officiers, ils ont bien fait le boulot. On peut dire qu'il y a dans la réaction au moment de la découverte de l'iceberg, très proche. Alors on peut discuter pourquoi si tard, etc. Mais il y a quelques négligences, mais pas grand-chose. On a respecté les règles, on a appliqué les consignes. Je vais y revenir. Voilà. Je vous laisse nous appâter pour l'instant. Il y en a qui font des bons devant leur téléviseur. Peut-être, mais je justifierai, selon mon expérience. J'entends, bien sûr. Je m'imagine confronté au problème. Voilà. Je trouve que le travail a été fait très, très correctement. À la fois, je dirais, dans la conduite nautique, dans tous ces aspects, et puis à la fois dans le commandement de l'évacuation du bateau, qui est une affaire sacrément compliquée dans la nuit, avec le bruit de la vapeur qui s'échappe, etc. Je trouve que, évidemment, au-delà de quelques négligences, insuffisances, le travail a été bien fait, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres affaires plus récentes. Alors, juste avant qu'on découvre notre premier reportage, juste une simple question, Gérard Pioufre. Est-ce qu'il y a encore pour vous, on va revenir sur les circonstances du drame, hein, mais est-ce qu'il y a pour vous encore des mystères liés à ce naufrage? Alors, des questions et des choses qui restent irrésolues selon vous? Alors oui, il y a des choses qui sont irrésolues, en particulier la profondeur de la brèche. C'est quelque chose qui se trouve dans la vase. Bon, on a pu, grâce à des relevés par sonar, établir qu'il y avait en fait des griffures dans le Titanic. On a beaucoup mis en cause l'histoire des rivets, en disant que ces rivets étaient trop cassants. Alors c'est vrai, c'est probablement vrai, ce sont les anglo-saxons qui ont trouvé ça. Mon opinion, et je raisonne par analogie avec un autre naufrage, celui de l'Explorer, mon opinion c'est que même s'il avait été en tôle soudée à haute résistance élastique, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, la traversée, vous l'avez compris, dure depuis 100 ans. 14 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. Moins de 3 heures plus tard, il coule, faisant aux alentours de 1500 morts. On dit souvent qu'il s'agit de la première tragédie de l'ère moderne, et en tout cas sans doute première tragédie médiatisée, avec ses zones de mystère, ses mythes, ses interrogations. La folie Titanic en tout cas reste absolument à son comble. Un Français sur 3, je vous le rappelle, a vu le film de James Cameron lors de sa première sortie. Alice Malbert et Joël Lefebvre. Très bien, ouvrez les yeux. Plus de 20 millions d'entrées en France, un budget colossal de 247 millions de dollars et près de 2 milliards de recettes à travers le monde. 15 ans plus tard, le blockbuster de James Cameron revient dans les salles obscures en 3 dimensions. Pour le centenaire du naufrage du paquebot le plus célèbre au monde, le réalisateur canadien a travaillé plus d'1 an avec une équipe de 300 artistes. 18 milliards de dollars ont été nécessaires pour transformer les images originales en données digitales. I never doubted for a second that Titanic was right for 3D. The question was, when do we do it? And I always felt that the centenary of the real sinking would be a perfect opportunity. Titanic a émerveillé toute une génération, mais au-delà du film romantique, c'est bel et bien l'impact historique du naufrage qui fascine toujours. Dieu tout-puissant. 1500 personnes ont trouvé la mort dans l'Atlantique Nord. C'est la première tragédie de l'ère moderne pour cet historien. C'est la première fois en 1912 que le monde entier en même temps apprend
une catastrophe d'une telle ampleur en prend connaissance. Par la presse, naturellement. C'est la première fois qu'autant de monde meurt en même temps au même endroit, pour une cause qui est alors indéterminée. Et puis aussi, nous n'avons pas d'image. Tout ce que nous connaissons du Titanic visuellement parlant, ce sont des cartes postales, mais qui illustrent le Titanic en chantier, à son lancement ou à quai, mais évidemment jamais en mer, et surtout pas pendant la catastrophe. Southampton, le 10 avril 1912, 1300 passagers répartis en 3 classes et 900 membres d'équipage embarquent sur le fleuron de la White Star Line, le Titanic. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde apparaît alors pour son premier voyage, avec ses 269 mètres de long et une coque répartie en 16 compartiments étanches. Le navire était censé être insubmersible. 4 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, alors que le Titanic trace sa route vers New York, il heurte un iceberg à 23h39. En 2h40, le Titanic fracturé en 2 parties est englouti par la mer. De nombreuses théories ont été avancées sur le naufrage du navire. Celle de Gérard Jaeger écarte la défaillance technique. Il y a de la négligence, bien entendu. Peut-être aussi un peu d'orgueil et de fatuité de la part des officiers du bord qui n'ont pas réagi peut-être comme il le fallait au moment particulièrement où ils ont eu les informations des autres navires par TSF de la présence d'un énorme banc de glace qui barrait la route du Titanic. Seulement 700 personnes seront sauvées par les 20 canaux disponibles. Parmi elles, une romancière américaine, Helen Churchill Candy. Après le naufrage, cette rescapée a relaté le voyage dans un carnet manuscrit de 36 pages, désormais conservé dans un musée parisien. Elle explique justement elle revient de la salle du restaurant, le restaurant à la carte. Elle vient donc de prendre son repas, elle a pris son bain, elle s'apprête à se coucher. Tout d'un coup, un énorme choc. Donc la surprend et elle va décider, malgré les consignes données par les stewards de rester dans les cabines, elle va décider donc de s'habiller et de sortir. C'est ce qui d'ailleurs va lui sauver la vie puisqu'elle va rejoindre donc le pont supérieur pour pouvoir prendre place à bord d'un des canots de sauvetage. Et c'est cette femme qui a inspiré James Cameron pour le personnage de Rose dans Titanic. Au total, une vingtaine de documents et manuscrits nous éclairent sur les dernières heures à bord du paquebot. Télégrammes, coupures de presse, brochures publicitaires ou photos, comme celle du célèbre commandant du Titanic, devenu un héros après le naufrage. Edward James Smith, qui était donc le commandant du Titanic et qui a ordonné donc à son équipage de rester à bord du navire jusqu'à ce que le navire disparaisse. 10 décennies après son naufrage, le phénomène Titanic n'est pas près de s'arrêter. Pas moins de 50 livres sur le sujet sont parus depuis le début de l'année. Alors ben voilà, première question SMS et on va remonter le fil de ce reportage et des premiers éléments que vous nous avez donnés. Le Titanic a-t-il livré tous ses secrets? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on sait pas mal de choses aujourd'hui, et notamment avec les expéditions, les explorations qui ont eu lieu assez récemment. Je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère, on a quelques incertitudes, mais voilà, je crois qu'on sait beaucoup de choses quand même aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de mystère, mais déjà vous n'êtes pas d'accord avec l'intervenant qu'on a vu dans notre reportage sur l'analyse de ce qui s'est passé quand même. Les conditions, oui, il parle de panique, il dit que ça ne s'est pas fait aussi bien que ça, enfin voilà. Non. Alors, Miral Béret a dit tout à l'heure, je pense que l'évacuation a été bien ordonnée. On peut parler effectivement de la question des canaux. Vous l'avez dit, il y avait en quelque sorte 20 canaux. La réglementation pour le navire de plus de 10 000 tonnes, c'est une réglementation de 1894 obligeait d'avoir 16 canaux. Le Titanic en avait 20. Oui. Donc ils étaient très au-delà de la réglementation. Il n'y a pas assez de canaux, mais il y en a plus que la réglementation. C'était ce qu'on faisait mieux à l'époque. C'était 33%. C'est après le Titanic qu'on va... Faites-moi penser à vous dire qu'on a plus d'extincteurs dans le studio que la réglementation, mais qu'on en a que 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en 1914 qu'on va réglementer la convention sur la... 2 ans après. Et de toute façon, même s'il y avait eu plus de canaux, ça n'a rien changé. Les passagers n'auraient pas eu le temps d'y aller.
Voilà, on voit bien, les premiers canaux ne sont pas remplis. Non, on le disait tout à l'heure. Il y a une explication, la moitié. Ils ne voulaient pas prendre les canaux. Et puis, pour diverses raisons, parce qu'ils n'y croyaient pas. Ou bien les passagers de 3e classe, parce qu'ils étaient en famille, ils voulaient embarquer leur paquet, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ne comprenaient rien. Le premier canot, pour préciser, il y a 12 personnes à bord. Oui, 12 personnes. Donc, les 16 ou les 20 canots partent avec la moitié du Il y a une explication monde. aussi. Et alors, ce qu'on a Vous êtes gentiment en train de m'expliquer que, en gros, quand même, une partie des disparus sont responsables de leur mort. Non, mais pas du tout. Si, si. Enfin, si vous dites, bah oui, vous les montez avec leur pactage. Bah, vous m'excuserez de ne pas avoir évité l'iceberg. Ils exagèrent quand même, ces passagers. Il y a eu beaucoup de réserves à monter dans les canaux, même dans les premiers. Il fait nuit, le bateau est éclairé, il fait chaud dans le bateau, il y a l'orchestre qui joue. Alors, attendez, excusez-moi. On n'a pas envie de descendre dans une Non, mais moi, je suis flamme. ravi qu'on soit aussi passionné 100 ans après. Pardonnez-moi, non, je reprends les choses dans l'ordre. Cher Patrick, un instant. Avant d'en arriver à l'évacuation, il y a déjà la fortune de mer en tant que telle. Y a-t-il eu, oui ou non, une erreur de navigation? S'il vous plaît, en quelques mots. Je m'adresse à l'amirauté pour commencer. Alors, merci. Il y a plusieurs choses. Le Titanic a suivi une route recommandée par l'ensemble des compagnies. Donc là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il a suivi une route recommandée. Ensuite, il a eu des informations sur la présence de glace. Bon. Quand il a eu ces informations, les glaces dont on parlait étaient derrière. Il avait dépassé les glaces. Il y a eu d'autres informations qui sont arrivées à bord à ce moment-là. Je peux vous demander comment on avait des informations sur la présence de glace à l'époque? Parce que d'autres la météo satellite n'était pas vraiment installée. Non, parce que tous les bateaux qui étaient dans la zone signalaient aux autres navires la présence de glace. Donc on se parle entre bateaux. On se parle, on s'envoie des messages entre navires. La TSF est assez récente, il y a une dizaine d'années qu'elle est là. Elle est d'usage. Oui, il faudra y revenir parce que c'est important. Elle est embryonnaire. Donc 2 messages arrivent, et notamment signalant un pack très important de glace devant et sur la route. Ce message n'arrive jamais au commandant parce que les radios oublient de le donner, les 2 radios. Les radios sont-ils coupables? C'est intéressant de voir. Ils oublient. Il n'y a pas qu'un oubli. Non, mais ils ne sont pas donnés parce que, à l'époque, il n'y a pas qu'un oubli. À l'époque, les radios sont rémunérés par les compagnies de transmission. Marconi, Telefunken, ils ne sont pas vraiment membres de l'équipage. Et leur fonction à bord, ce n'est pas tellement de transmettre les messages du commandant, des messages de sécurité ou des messages météo, c'est de transmettre les messages des passagers. C'est une transmission commerciale pour donner, les passagers donnent des informations, communiquent avec leurs amis. Donc ils sont submergés de messages. Et par conséquent, le fait que 2 messages ne soient pas portés au commandant, je veux dire, c'est presque anodin. Là qu'on découvre des choses. Il y a eu un problème de SMS avant les problèmes de SOS. Attendez, dans l'ordre. Non, attendez, je vous redonne tout de suite. Patrick Mahé, vous êtes d'accord? Oui, je suis en partie d'accord avec l'amiral, bien sûr, mais dans le détail, il y a 2 points qui expliquent que les messages n'arrivent pas au commandant. D'abord, il y a une panne. Voilà, absolument. Il y a une panne des transmetteurs. Et pendant quelques temps, pendant l'après-midi entière, les 2 personnes qui sont en charge, qui s'occupent de transmettre, vont s'employer à réparer les pannes des transmetteurs. Il y a une surcharge, une surchauffe, on peut dire, une surchauffe. Et cette surchauffe s'explique aussi par le fait, comme dit l'amiral, qu'ils ont passé leur temps à envoyer plus de 300 messages de passagers qui envoient des messages à leur famille parce que le bateau est supposé arriver plus tôt. Donc du coup, on envoie des messages en pagaille et en fin de compte, il y aura cette surchauffe. Et c'est un service payant. Oui, alors ces messages, je voudrais préciser ce qui va compléter ce que disait l'amiral, c'est-à-dire ces messages. On dit ce sont des messages commerciaux. Oui, ce sont des messages commerciaux, mais ce n'est pas uniquement des messages qui sont envoyés aux familles. Ce sont des messages avec des ordres de bourse. Si dans un message, l'opérateur se trompe et écrit à la petite amie d'un passager « je t'aime » avec un S, bon, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Si en revanche, il envoie acheter de la General Electric, je ne sais pas si la General Electric existait à cette époque, et que l'opérateur se trompe et envoie acheter de la General Motors, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai très bien compris que on a retrouvé, c'est comme dans Pouic Pouic, on a retrouvé de l'or au fin fond de je ne sais plus où. C'est
beaucoup plus important que attention iceberg. Non, mais quand il est interrompu, quand il est interrompu, si vous voulez, lorsque vous dressez une liste, si quelqu'un vous interrompt, vous êtes obligé de repartir au début. Et c'était un travail de Romain. C'est pourquoi Jack Phillips, le chef opérateur radio, à un moment reçoit un message du Californian lui disant on est bloqué par des glaces. Eh bien, il lui dit fous-moi la paix, shut up en anglais. Yes. Je suis en communication avec Caprice. Si Jean-Luc Mélenchon nous écoute, il va sortir de ses gonds parce qu'il va nous dire que c'est encore le grand capital qui a fait couler le Titanic. Je ne sais pas si Gérard Piouffe me contredira ou non, mais il semblerait que Ismay, qui après sera la tête de turc de l'histoire, hein, mais Ismay, qui est quand même le directeur général de la compagnie, président et qui est à bord, il semblerait qu'il ait étouffé un ou deux messages qu'on lui ait transmis et qu'il aurait dû passer lui un moment à Smith. Non, il y a un message qu'il met dans sa poche. Le capitaine. Oui, mais c'est Smith qui lui confie ou du Californien, ou je ne sais plus lequel. C'est Smith qui lui confie ce message pour lui dire, pour frimer un petit peu, pour lui dire, bah voilà, on va avoir des glaces, mais rassurez-vous, c'est pas un problème. Ça va durer plusieurs heures, ça encore. Alors pardonnez-moi, oui, tout à fait. C'est une erreur technique ou une erreur humaine ou un peu des deux? C'est vous qui tranchez. Allez hop. Il panne jusqu'à 17 h, un encombrement de messages urgents, sans arrêt. Alors, soit il y a des glaces, il y a des glaces, il y a des glaces. Le pauvre Philippe, taisez-vous, je sais qu'il y a des glaces. Et il continue à envoyer ces messages. Bon, voilà ce qui s'est passé avec à la passerelle. Attention, il y a des glaces. Alors, après, on passe à la situation des vigies. Ça s'observe à l'œil, on ne pouvait pas le voir. Il n'y a pas de jumelles à bord. Oui, mais c'est pas grave. Ça fait quand même partie. Bon, on n'est pas autant des radars quand même. Hein. Non, mais laissez-le terminer. Après, vous nous expliquez pourquoi c'est pas grave. Et on est juste quand même à une époque où c'est vrai que les vigies dans leur nid de pie là-haut, il faut bien qu'ils regardent les icebergs arriver quand il y en a. Or, et vous qui êtes des hommes de mer, vous savez très bien, les icebergs quand ils émergent, quand ils arrivent juste à sortir, ils sont pas blancs immaculés comme le Mont Blanc. Et en pleine nuit, c'est gris, c'est grisâtre. En plus, une nuit sans lune. Une nuit sans lune. C'est gris, c'est grisâtre. C'est pas facile. La mer d'huile, pas de ressac. La mer d'huile qui devient un danger dans ce contexte. La mer d'huile devient un danger. Pour repérer un iceberg et pour changer de cap, il faut quoi? Il faut à peu près une distance de 1000 nautiques ou 2000 même pratiquement pour pouvoir changer de cap et éviter l'iceberg. Or là, quand ils vont s'en apercevoir, ils sont à 500. Vous faites la conversion du nautique trop tôt ou trop tôt. 1852 mètres. Ah, 1852 mètres. Bon, on est amiral. Bon, très bien. Alors, ils pouvaient le voir ou pas Difficilement. Alors on a que vous les excusez beaucoup quand même. On a glosé sur l'affaire des jumelles parce qu'effectivement, il faut savoir qu'à l'époque, il y a des nids de pie, c'est-à-dire une espèce de tonneau qui est dans la mâture où on a des veilleurs qui sont là. Mais vous imaginez, c'est la nuit, dans le froid, il fait 0 degré, ils font des quarts de 2 heures. Donc les types sont ils sont à l'extérieur, dehors. Oui. On imagine ce que ça veut dire. Bon, ils sont complètement transis. Alors quand même, ils regardent la mer, et alors là je parle de mon expérience, avec des jumelles, tiens, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Les jumelles, elles servent à quoi? Elles servent à préciser quelque chose qu'on a déjà vu. Donc on ne va pas découvrir à travers des jumelles qui ont un champ très étroit, on découvre avec la vue et on précise avec les jumelles. Si les vigies sont givrées, on est mal parti. Non, mais les je suis désolé, excusez-moi cet exemple, j'ai fait mon bataillon, comme on disait à l'époque, dans la forêt de Fontainebleau, en pleine nuit, il faisait froid, mais à mon avis moins froid que sur le Titanic. Si je peux vous dire que si je m'étais endormi 10 minutes, mais ils peuvent pas s'endormir. Je passais aux arrêts de rigueur. Mais ils peuvent pas. Ils font bien le travail d'ailleurs. Ils peuvent pas. Il fait tellement froid. Vous imaginez, le bateau va à 22 nœuds. Bon, il y a probablement du vent de face, donc ils ont 30 ou 40 nœuds, c'est-à-dire 50 ou 60 km/h de vent dans la figure, depuis 2 heures. Est-ce que c'est important déjà le voir? Est-ce que les 22 nœuds deviennent importants dans cette traversée? C'est une autre. La vitesse. La vitesse. Alors 22 nœuds, ça fait 40 km/h. Voilà, merci beaucoup. C'est une vitesse qui est rapide pour un bateau. C'est comme si, je dirais, pour donner un exemple qui frappe, c'est comme si un gros camion avec une grosse remorque roule à 100 à l'heure sur l'autoroute. En gros. C'est le même, et le choc va être de même nature que s'il rentre dans un mur de béton à cette vitesse-là. C'est ça. 22 nœuds, c'est une vitesse importante. C'est pas pour un bateau de ce tonnage. Hein. Un bateau qui va à 22 nœuds, ça fait un sillage énorme, on a des impressions énormes, c'est beaucoup. C'est pas trop vite, parce que c'est les vitesses courantes, mais c'est vite. Il faisait une pointe de vitesse ou pas? Non, il faisait pas de pointe de vitesse. Ils cherchaient pas à battre leur corps de l'Atlantique. C'est quoi la vitesse maximum pour le Titanic?
C'est 25. 23, 24, il n'a jamais atteint. C'est 24 nœuds, on va dire. Plus vite, là. Mais c'était moins vite que la vitesse moyenne du Mauritania ou du Lusitania quand ils ont battu. Vous êtes en train de me dire le qu'une voiture record. qui pourrait rouler à 100 km à l'heure est en train de rouler à 85. C'est quand même assez... 90, là, oui. Oui, Ismay on file bien. Non, mais il file bien. Ismay avait demandé, il file bien. mais c'était après la catastrophe, Il avait file demandé bien. qu'on fasse une pointe, en fait, Ouais. mais Oui, mais pour le lundi matin. le lundi matin, c'est-à-dire après On ne la peut pas catastrophe. dire que la vitesse soit excessive pour la navigation dans ces conditions à cette époque-là. Vous êtes gentiment les uns et les autres en train de nous expliquer que c'est quand même en gros la faute à pas de chance. Enfin, Oui, voilà. mais c'est vrai. Christian Buchet. Il y a des accumulations de malchance extraordinaires. Alors on va faire la... C'est ça qui a fait le mythe aussi. Il ne faut pas que vous parliez en même temps. C'est une succession, un Gigi enchaînement Buchet. entre la radio, ce que vous avez dit, nuit noire, pas de reflet de décul sur l'iceberg, pas de lune, donc on peut même pas voir une frange. Et en plus, un iceberg bleu qui a pivoté sur lui-même avec une remontée d'eau intérieure, donc pas du tout blanc pour le voir impossible. Moi, l'erreur, à mon avis, il y a un point faible dans le Titanic, c'est la hauteur du safran du gouvernail. Bon. Un navire comme celui-ci, on a fait des tests après. Traduisez en français la hauteur du C'est safran. la hauteur, si vous voulez, de la surface du La gouvernail. surface du gouvernail, pour faire ça. Le sister ship, le frère jumeau du Titanic, en 1924 et en 1934, a eu 2 collisions. Et c'est après la commission d'enquête qu'on a fait des tests. On s'est rendu compte qu'il fallait 35 secondes entre le moment où on donnait l'ordre et le moment où le Titanic commençait à obliquer. Si bien que théoriquement, c'était 8 secondes de moins. Pardonnez-moi, je tourne mon volant à bord de mon Faut camion 35 secondes pour qui roule à 100 à l'heure sur l'autoroute et entre le moment où j'engage mon mouvement et le moment où 35 secondes avant que ça Pour commence le à tourner. Titanic, tout navire de l'époque, c'était à peu près 24-29 secondes. Le Titanic, ça s'est joué à 3 secondes. Ouais, 3 secondes. 3 secondes. Donc, quand ils ont vu l'iceberg, ils se sont dit, on peut l'éviter. Donc, à bâbord toute. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choc frontal. On essaie d'ailleurs. d'éviter. Il n'y a pas de choc. Ouais. C'est ça qu'il aurait fallu Et faire, on c'est dit choc que frontal. un choc frontal aurait été moins dangereux, semble-t-il. Alors, non, mais attendez, je sais, mais prenez un peu de temps pour nous expliquer ça. Vous êtes en train de nous dire qu'il fallait qu'il rentre en Mais plein bien dans le sûr. mur pour que ça aille beaucoup mieux. Il écrasait le nez, il ouvrait pas la tranche comme une boîte de conserve. Il y a un exemple, Une boîte de conserve. Alors que là, il a éventré la coque. de choc frontal qui se déroule juste avant la guerre, la Première Guerre mondiale. C'est le Royal Edward, c'est un paquebot britannique qui se retrouve face à un iceberg. Alors, il n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que le Titanic, en ce sens qu'il va moins vite. Le commandant est à la passerelle, ce qui n'était pas le cas du commandant Smith. Non. Et il émerge d'une nappe de brume et paf, un iceberg devant lui. Là, le commandant, sa première réaction, il l'a dit après, il a dit, ma première réaction, ça a été de mettre la barre à gauche toute, et puis... immédiatement après, je me suis dit, mais non, si je fais ça, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, je ne vais pas essayer de l'éviter. Il l'a percuté de plein fouet, donc il a mis machine en arrière toute, et il l'a percuté de plein fouet, il a eu des dégâts assez importants à l'avant, il a inondé, je crois, un compartiment. Combien de survivants ? Le bateau est resté à flot, tout le monde a survécu, et les passagers lui ont fait une lettre de félicitations, et sa compagnie l'a remercié, l'a pas licencié, mais voilà. l'a félicité pour avoir fait ça. Et donc les passagers ont tous eu des familles nombreuses. Pardonnez-moi, je me permets, je sais que c'est idiot de vous poser cette question, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Imaginez que vous soyez dans la situation du commandant Smith. Oui. Vous preniez l'iceberg Non, de j'aurais face. fait pareil. Ah, voilà un homme honnête. Non, j'aurais fait pareil. Mais parce qu'il pensait passer. Oui, non, pensait mais pas qu'il même fallait prendre le ça à réflexe. Bon, d'abord, c'est les manœuvres d'urgence. C'est physique, même, oui, c'est même pour les physique. techniciens C'est comme physique. vous. Et c'est vrai que s'il avait percuté le point, il y aurait eu des blessés à bord par le choc. Voilà. Mais là, il y avait quand même, en mettant tout à gauche ou à droite, je ne sais plus, il y avait chance de l'éviter. Par les flots. Rapidement. Alors, il y a quand même une erreur de manœuvre, parce qu'ils ont donné 2 ordres, on tourne immédiatement la barre à bâbord toute, mais stopper les machines en arrière toute. Et l'inversion des hélices a contrarié en plus le mouvement du gouvernail. Je ne crois pas. Non, alors on reprend ce débat. Enfin, moi, je vous affirme qu'en vous écoutant, enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que 100 ans après, mais non, mais 100 ans après, on est des divergences pareilles sur quelque chose qui est quand même globalement bien établi. Vous nous le dites les uns et les autres, mais
il y a des interprétations, il y a des incompréhensions et il y a des problèmes. On a atténué le problème des négligences, il faudrait qu'on y revienne quand même. Nous allons appareiller pour Belfast en Irlande. C'est là qu'on a brillamment construit le Titanic en 3 ans. Ils sont 15 000 à avoir travaillé dessus. Une fierté, vous l'aurez compris, de courte durée. Il n'empêche. Belfast, pour le centenaire, vient d'ouvrir son musée. Là aussi, James Cameron aura été influent puisque même le grand escalier a été reconstitué et on lui souhaite tout de même longue vie. Marie-Laurent, Mathieu Despiau. Cette baie, ils la connaissent par cœur, mais depuis peu, les habitants de Belfast redécouvrent leur ancien chantier naval sous un autre jour, dominé par un géant d'aluminium flambant neuf, aux dimensions toutes trouvées, les 27 mètres de haut de la proue du Titanic, lancé ici même pour ses premiers essais, le 1er avril 1912. C'est juste ici que le Titanic a touché l'eau, précisément où nous nous trouvons il y a 100 ans exactement. 16 000 ouvriers à l'époque avaient travaillé durant 3 ans à la construction du paquebot, le plus grand au monde. Le musée Titanic rend hommage à ce savoir-faire disparu et son architecture futuriste n'a rien pour déplaire aux anciens qui lui ont déjà trouvé un surnom, l'iceberg. C'est très beau, comme un palais. Ça me rappelle l'Opéra de Sydney, en Australie. Un très beau bâtiment. Ça pourrait bien devenir notre icône. Pendant longtemps, les habitants de Belfast se sont sentis honteux par rapport au naufrage. On le passait sous silence. Les gens se sentaient responsables parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Puis on a retrouvé l'épave il y a plus de 20 ans maintenant et tout a été vérifié. On sait maintenant qu'il n'y avait aucune anomalie technique et que c'était la faute du capitaine. Et ce bateau est redevenu une grande fierté. Je dis toujours aux touristes, lorsque le paquebot a quitté notre port, tout allait bien. Pour faire revivre le mythe, pas moins de 115 millions d'euros ont été déboursés. De la construction au naufrage, l'épopée du Titanic se décline sur 6 étages. Les messages de détresse en morse se mêlent aux images de l'épave. Ici, aucun objet d'époque, tout a été recréé à l'identique, de la vaisselle au mobilier, comme dans cette cabine de première classe. Il y a tant de jolis objets dans cette suite qui ont su traverser le temps. La salle de bain style antique, le bureau où l'on venait lire. Des choses qu'on peut s'attendre à trouver dans un hôtel de luxe, mais il y a un siècle, ce n'était pas courant. Si vous tournez, vous tombez sur les cabines des 3e et 2e classes. Elles paraissent beaucoup moins luxueuses, bien sûr, mais elles étaient très confortables pour l'époque. Il y avait l'eau courante, l'électricité, beaucoup de choses dont les passagers ne disposaient pas chez eux. 100 000 billets d'entrée ont déjà été vendus, une Titanic Mania, devenue très lucrative. Pour les amateurs, ce jeu d'échecs à l'effigie des membres de l'équipage comptait plus de 7 000 € tout de même. Là, c'est une réplique du service utilisé dans les salles à manger de première classe sur le Titanic. Ça se vend très bien. Je pense que tout le monde cherche à avoir un morceau de Titanic dans sa cuisine en ce moment. À l'occasion du centenaire du naufrage, la fièvre du Titanic fait l'objet d'un festival dans toute la ville. Mais derrière cette palissade, on garde une pensée pour les morts. Devant vous, nous avons cette femme. Cette femme s'appelle Tin. Tin est la déesse grecque de mort. Et au-dessous de Tin, vous avez 2 marins. Un marin qui est en train de se noyer. Et nous avons devant vous maintenant un nouveau jardin. Et ce jardin ici aura les noms des personnes qui sont mortes quand le bateau a sombré. Lors du naufrage, 1514 passagers ont péri, dont de nombreux Irlandais, membres d'équipage. Des centaines de familles ont été décimées dans la région, alors le festival ne plaît pas à tout le monde. Il y a ceux qui reconnaissent ce que le centenaire peut donner à la ville et d'autres qui s'approchent de ce festival avec un peu de souci. Et c'est bizarre avoir un festival musical le jour où presque 2000 personnes ont perdu la vie. Belfast,
dont les rues sont restées très marquées par 30 années de violence entre catholiques et protestants, espère bien redorer son image grâce à la magie du Titanic. Recourir à la légende passée pour relancer son industrie touristique moribonde et faire oublier les ravages de la guerre civile. Marie-Laurent a réussi à me donner l'envie d'y aller. Mais là, Patrick Mahé. Je voudrais juste enchaîner sur la fin de ce reportage, parce qu'on a parlé des communautés protestantes et catholiques, et c'est très important d'en parler par rapport à Belfast, là-bas, Belfast Est, sur la Lagan River. Alors, on a dit qu'autour du Titanic, il y avait des superstitions, des malédictions, des signes qui venaient d'ailleurs, et il y en a un en particulier qui a beaucoup frappé l'imagination des catholiques en particulier, c'est le numéro d'immatriculation du bateau. Le numéro d'immatriculation du bateau, c'est le 390 904. Et si vous placez ce numéro dans un miroir, à l'envers, vous lisez distinctement « No Pope », pas de pape, « No Pope ». C'est l'inverse exact dans un miroir de 390 904. Et du coup, les ouvriers catholiques qui étaient sur les chantiers, minoritaires par rapport aux ouvriers protestants, ont fait des manifestations à l'époque pour demander qu'on change d'immatriculation du bateau, ce qui a été refusé. Bon, c'est une chose qui a été portée au-delà des mers et au-delà des cieux maintenant, mais je tenais à le dire à la suite de ce reportage. C'est absolument fascinant. Ce qui expliquerait peut-être que le Titanic était à moitié vide, ce qu'on n'a pas souvent souligné. C'est qu'il y avait encore 1000 places à bord et que beaucoup de gens n'avaient pas voulu embarquer. Pourquoi? Peut-être pour cette raison, peut-être parce que... Ça arrivait assez souvent. Oui, mais il y avait une grosse pression quand même. Il y avait des grèves ici, des bateaux arrêtés là. Et donc il y avait une grosse demande, et notamment des émigrés. Ceux qui n'aiment pas le chiffre 13, il y a 1313 passagers pour une capacité de 2400. Voilà, il y avait 1000 places supplémentaires. Il y a d'autres mystères? Il y a une étude étonnante. Certains ont remarqué que, parce qu'on sait d'où vient l'iceberg, parce que ce n'est pas un iceberg, c'est un grand pack de glace, on a constaté que le mois où on lance la construction du Titanic, c'est le mois où se détache la banquise qui est partie. Et vous avez 2-3 années où les deux forces ont convergé. Et quand on a regardé d'où s'est détachée la banquise mais là, du Titanic... c'est destination finale 6. Attendez, c'est pire. Attendez, c'est fini. L'endroit où s'est détachée la banquise, on s'est aperçu que c'était un endroit maudit dans la tradition inuite, parce que c'est là où les femmes inuites allaient se suicider lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de quoi manger. Donc effectivement, il y a la convergence sur 2-3 ans de deux forces contradictoires qui semblent comme s'attirer. Avec une succession, on l'a dit, tout à fait étonnante d'éléments. On l'a un peu atténué tout à l'heure, mais il y a quand même certaines négligences qu'il faut évoquer, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais par exemple, quand le bateau part de Southampton, où il y a la grève des mineurs, du charbon, etc., quand le bateau se part de Southampton, il manque de mettre en l'air, de fiche en l'air, un autre paquebot qui est le New York, dont il arrache 7 amarres. 7 amarres. Bon. Quand il arrive à Cherbourg, seule escale continentale dans l'histoire du Titanic. Et actuellement, la Cité de la Mer à Cherbourg fait également un musée très intéressant, avec reconstitution d'un espace Titanic qu'on peut visiter. Et bien, quand il arrive dans la rade de Cherbourg, il est sur le point de rentrer dans les défenses de la digue, la grande digue de Cherbourg. Il rate son entrée. Ce témoignage, nous l'avons en plus corroboré par un reportage exclusif, inédit, pas exclusif, d'un élève de l'école normale de Rouen qui est monté à bord du bateau, qui a posé des tas de questions. Et ensuite, c'est pas fini. Quand il est à Cobh et qu'il s'en va de Cobh, il manque encore de fiche en l'air un chalutier breton qui pêche dans les parages. Et le commandant Smith lui-même s'en excuse auprès de l'équipage. Patrick Mahé, moi je vais vous donner une explication à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire. C'est absolument passionnant. C'est que le commandant Smith était infoutu de diriger son bateau. Excusez-moi, il vient de il vient de monter sur son gourbi et il ne sait pas le conduire. Mais si, Chevronnet de l'Atlantique, 60. Mais je m'en fous, c'est pas le problème. Peut-être qu'il a du coup un peu. Non. L'amiral Meyer, il aurait passé un peu plus de temps avant. Alors, une autre négligence. Excusez-moi, ce bateau est neuf. Je vous demande votre avis. Ce bateau est neuf. Il est original quand même. Il a des aspects de modernité évidents. Je ne sais pas si nos amis irlandais ont piqué un rivet sur deux. Ils viennent de nous dire dans le reportage que de toute façon, il était sorti en parfait état et que c'était de la faute de Smith. Donc moi, je m'inscris dans la thèse irlandaise, très bien évoquée dans notre reportage, et je vous dis, il ne connaissait pas son navire d'une certaine façon. Que me répondez-vous?
vous? Alors, c'est vrai que il n'y a pas eu un rodage. Enfin, non, mais il n'y a pas eu de rodage, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Il n'y a pas eu de rodage. Ce bateau est sorti de chantier. Il y a eu une journée d'essai ou à peine. Eh bien, il découvre son navire. Oui, mais il a commandé. Premier la série. Il a 62 ans. Il a 55 ans de navigation. Oui. Et il a commencé à la voile. Donc non, c'est un vrai marin. Il y a des négligences ici ou là, c'est vrai, mais ça relève de l'erreur humaine quotidienne, je dirais. Voyez, et c'est cette succession de petites choses caractérisées par ce que dit Patrick May tout à l'heure. Il y en a eu d'autres. À un moment, il allait trop vite. Il y a un photographe qui est tombé à l'eau, à Southampton ou à Cowes. Voilà, il y a quelqu'un qui est monté dans la mâture. Enfin, il y a eu un tas de petites choses. C'est bizarre. Il y en a eu. C'est formidable. Mais c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours des petites erreurs. Attendez, laissez-nous terminer, s'il vous plaît. Il y a toujours des petites erreurs. Ce qu'il faut, c'est que la succession de barrières soit mise en place pour éviter que les erreurs se transforment en catastrophes. Et là, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'on n'a pas parlé de ça encore. C'est qu'il y a une réglementation sur la construction des navires, leur conduite, etc., etc. Et cette réglementation n'a pas suivi le progrès technique, l'augmentation des vitesses, le développement de la TSF, le développement de la sécurité, etc., etc. Donc les lois qui régissent à la fois l'organisation du navire, sa construction et l'organisation de la sécurité, elles sont obsolètes. Et on retrouve ce phénomène aujourd'hui. Et il faut tirer des leçons de ça. On en a tiré à l'époque, puisque une des grandes conséquences du naufrage du Titanic, c'est la convention SOLAS, Safety of Life at Sea, c'est la grande convention toujours en vigueur qui a été remise à jour périodiquement et qui réglemente la sécurité des navires dans tous leurs aspects. Et puis aussi la patrouille des glaces. Donc on a tiré des conséquences, mais la loi est toujours un petit peu en retard. Et là, toutes ces négligences petites, elles auraient pu être arrêtées par des barrages que la loi n'a pas donné. La loi, la réglementation. Un dernier mot là-dessus, Gérard. Oui, alors une négligence qui est beaucoup plus grave et dont on n'a pas parlé, c'est l'incendie dans une soute à charbon au départ de Belfast. Au départ de Belfast, alors ce qui s'est passé, ils ont embarqué du charbon qui n'était pas du Cardiff, hein, il y avait une grève des mineurs en Grande-Bretagne qui ça se répercutait jusqu'en Irlande. Ils ont embarqué du charbon de provenance diverses. Donc il y a eu une combustion spontanée du charbon dans une soute. Ça s'est découvert le 2 avril, donc au moment où le paquebot a quitté Belfast. À partir de là, on a dit bon, on va pas en parler parce que bon, on l'aura éteint avant d'arriver aux États-Unis. Mais ils pensaient d'abord l'éteindre avant Southampton. Vous êtes en train de nous expliquer que ce bateau brûlait? L'incendie n'a pas été éteint. L'incendie a été éteint le 13 avril. Le 13 avril. Donc le 13 avril, c'est-à-dire pendant The day before. The day before, absolument. Donc du 2 au 13 avril, pendant l'escale à c'est dans la chaudière numéro 6. Voilà, pour éteindre l'incendie, il fallait arriver jusqu'au foyer. Il y avait 1000 tonnes de charbon à pelleter. Vous aviez à tout casser 40 chauffeurs qui pouvaient, grand maximum 40 chauffeurs, sinon si vous en mettiez plus, ils se gênaient. Les chauffeurs sont ceux qui manient la pelle. Voilà. Oui, chauffeurs et soutiers. Il y a un mystère sur l'un d'entre eux, on en parlera peut-être. C'était des gens, si vous en mettiez plus de 40, ils se gênaient, c'était pas possible. Oui. C'était un travail. Et en un temps, on envoyait des jets de vapeur donc, qui atteignaient, qui traversaient le charbon en feu. C'est comme ça que c'était prévu comme ça, de cette manière-là. C'est comme ça que les règlements le prévoyaient. Si vous le permettez rapidement, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, mais lors de l'escale de Cove, il y a un chauffeur, qui était de Cove d'ailleurs, qui est irlandais, qui d'un seul coup, sans aucune raison, a détalé. Il a détalé, on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su pourquoi. Alors, quelques jours plus tard, il a embarqué à bord du Mauritania. Donc c'était pas parce qu'il voulait... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a un officier, c'est Wingle, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait écrit à sa femme ce bateau, le second. Oui, ce bateau ne m'inspire pas confiance. Alors, je voudrais terminer juste sur cet incendie. Le problème, c'est que cet incendie, la soute à charbon jouxait une cloison étanche. Or, cette cloison étanche, c'était la cloison numéro 5, dont on sait que l'effondrement a précipité le désastre. Ça n'aurait pas empêché le naufrage. Mais peut-être, je dis bien peut-être, le bateau aurait-il pu flotter plus longtemps jusqu'à l'arrivée des secours.
toutes les 2 minutes dans cette émission, j'apprends quelque chose. Dernier mot et on... Je crois qu'il y a un élément à dire quand même. Ce bateau, il a la poisse à travers tout ce que l'on dit. Le Titanic. Le Titanic, il a la poisse. Alors ça, moi, vous avez bien fait de regarder C'est dans l'air ce soir. Les 2 jours précédant le naufrage, tout un tas de personnes ont eu des prémonitions, ont eu un malaise étrange. Vous venez de citer le cas du Soutier. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a quand même un ouvrage assez étonnant, publié en 1898, écrit par un certain Robertson dans cette émission anglaise, c'est Futility, qui explique qu'un navire qui est à sa croisée inaugurale, qui s'appelle le Titan, rencontre un iceberg et va naufrager. Et tout s'enchaîne. Tout ce qu'on a dit, c'est une erreur statistique. On vient d'énumérer tous ensemble, mais 20 éléments qui les uns les autres s'emboîtent. C'est incroyable ce qui s'est passé. On fait le récit résumé. Le 13 en particulier. Il y a des éléments le 13, pardon de nous faire peur. Je vais vous raconter l'histoire de bateau. Il raconte l'histoire à des passagers au fumoir. C'est incroyable. C'est Dernier mot et je dois lancer mon sujet, sinon on ne s'en sortira jamais. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, les marins sont superstitieux. Il y a des bons bateaux, il y a des mauvais bateaux. On sait tous ça dans le métier. Vous le savez. Il y a des mots qu'on prononce pas sur les bateaux. Il y a des bons bateaux, il y a des mauvais bateaux, des réputations qui se font. Pourquoi? On ne sait pas trop. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas aller sur les mauvais bateaux. Je maintiens. Alors les grands naufrages fascinent et évidemment font peur, vous l'avez compris. L'erreur humaine reste généralement quand même la grande explication et souvent la plus fréquente. Tout le monde a présent à l'esprit, bien entendu, récemment le constat Concordia, forteresse des mers pourtant naufragée. Mais ce sont les ferries des pays pauvres qui restent très largement et évidemment les plus fragiles et bien entendu les plus dangereux. Clémence de la Baume, Thomas Buyer. Une embarcation de fortune à la dérive, des cadavres, 15 survivants de l'échouement de la Méduse le 2 juillet 1816. Certains sont abattus, d'autres gardent l'espoir. Le radeau de la Méduse de Jéricho ou la représentation d'un épisode tragique de l'histoire de la marine, jalonné de naufrages. La fin de l'Andrea Doria, l'orgueil de la marine marchande italienne, restera dans les mémoires humaines comme l'un des plus grands drames de la mer. 1956, l'Andrea Doria, navire de luxe, le Titanic italien, entre en collision avec le Stockholm au large de New York. L'un des rares accidents de paquebot, ceux de ferry sont beaucoup plus fréquents. 1987, le Herald of Free Enterprise chavire à la sortie du port de Zeebrugge. C'est un véritable scandale. Le bateau part les portes ouvertes. Ce qui est vraiment un scandale absolu, parce que la Laurentre et beaucoup de systèmes d'alarme, de sécurité étaient chantés, le bateau était mal chargé, enfin une conjonction de toutes sortes de choses. Quelques années plus tard, hormis des pneumatiques perdus dans la mer Baltique, il ne reste plus rien de l'Estonia, victime d'une défaillance technique. À son bord, près de 1000 personnes, seulement 137 rescapés. J'étais dans la salle des machines et les tonneaux ont commencé à rouler. Je suis monté et j'ai regardé avec les mécaniciens à la soute, filmés par les caméras vidéo. L'eau entrait très vite et très fort par la porte avant, d'où sortent les voitures. La plupart des naufrages de ferry ont lieu en Asie et en Afrique. Partout où vous êtes allé dans ces pays en Asie, en Afrique, que ce soit les trains, les bus, tout est surchargé, etc. Il y a moins de moyens, il y a probablement moins de compétences, il y a aussi moins de moyens de maintenance, il y a moins d'observation des règles. Donc c'est la conjonction de tout ça, d'une certaine pauvreté de moyens, de mauvaises habitudes ancestrales et d'absence de contrôle. Ce sont des pays où les choses sont d'une part moins réglementées et où le contrôle des règles est aussi beaucoup moins élevé. 2002, le Joala sur le départ. Une capacité maximale de 550 passagers. À son bord, presque le quadruple. Le ferry sénégalais se retournera au large de la Gambie. Bilan, près de 2000 morts, soit 2 fois moins que le Donia Pass, lui aussi surchargé, après sa collision avec un pétrolier. Les erreurs humaines, on peut dire que c'est quasiment, si on compte tout, de l'erreur de conception à l'erreur de navigation, au fait d'aller trop vite malgré les alertes qui ont été données, au fait de ne pas se fier aux instruments, au fait, c'est au moins
Au moins 80%. Et les 20% restants, c'est quoi? Alors, ça peut être, la mer est plus forte que tout. Ce jour-là, de violentes rafales de vent, une mer déchaînée. Le Princess of the Stars ne résistera pas. Il n'aurait jamais dû laisser le ferry prendre la mer. Il y avait déjà une alerte au typhon. Comment ont-ils pu faire ça? On ne saura rien, jamais. Chaque année, sur les mers du globe, on compte environ 150 naufrages. Un nombre stable, alors que celui des navires en circulation s'accroît au fil du temps. Du Titanic au Concordia, combien de naufrages en un siècle? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit en début d'émission, le naufrage du Titanic a servi à largement améliorer les conditions de navigation tout autour de la planète. Alors, il y a tous ces bateaux peut-être dont on entend très peu parler, dont on a compris que dans des pays défavorisés, voilà, ils étaient... Est-ce qu'on a la perception quand même des naufrages ou pas? En un siècle, je suis capable de vous dire, par an, si on compte tous les naufrages, y compris de planches à voile, mais c'est pas symptomatique, c'est quasiment 1800. Si on prend les gros navires de plus de 300 tonneaux par an, c'est peut-être pas 150, c'est entre 115 et 130. Ce qui veut dire quand même que vous avez un naufrage d'un gros bâtiment tous les 2 ou 3 jours. Alors bien sûr, on ne parle que ceux qui font beaucoup de morts, ou on ne parle que ceux qui provoquent une forte pollution, mais il y en a en permanence. Quand vous suivez l'actualité maritime, je vous promets que c'est bien tous les 2 ou 3 jours qu'il y a des naufrages. Par rapport à ce qu'on vient de voir sur les pays défavorisés, par exemple, eh bien aux Philippines, par exemple, aux Philippines, quand le Doña Paz a fait naufrage, on a comptabilisé officiellement 1485 morts. 1485. Mais officieusement, 4380. Ah oui. Voilà, par exemple. Puis là, il y a les naufrages en temps de guerre, j'en parle pas, mais en temps de guerre, là, c'est 6000 morts, les Japonais, le Wilhelm, ça c'est autre chose. Voilà, je n'ai pas compté les guerres mondiales, mais c'est au niveau de la quantité que je donne le chiffre, simplement. Oui, bien sûr. On a l'impression, finalement, d'un moyen de transport sûr, mais ce qui me frappait dans ce que disait Francis Vallat dans ce reportage, c'est voilà, la proportion d'erreurs humaines. 80%. Et l'autre chose qui m'a frappé dans l'émission, c'est quand vous nous avez dit tout à l'heure, mais attendez, sur un bateau, il y a en permanence des problèmes. En revanche, le propos, c'est d'avoir les réponses adaptées à chaque étape. Voilà, c'est ça qui est important. Et quand il y a une catastrophe, on s'aperçoit que toutes les barrières ont cédé. Donc la tendance, c'est d'essayer d'inventer une nouvelle barrière au lieu de regarder si les barrières qu'on a pu mettre sont les bonnes. Excusez-moi, pourquoi le Titanic sortirait-il des statistiques dans ce cas-là? Parce qu'il y a peut-être, honnêtement, il y a des erreurs, on l'a dit, la radio, la TSF, mais il y a une que nous n'avons pas citée, Amiral. Une que nous n'avons pas citée, mais je ne sais pas si elle est importante, peut-être qu'elle n'est pas très importante, mais la manœuvre de sauvetage prévue, l'exercice de sauvetage prévu le 14 au matin, avec tout l'équipage qui devait faire cet exercice de sauvetage traditionnel, avait été annulé par Smith. Parce que, je ne sais plus pour quelle raison. Parce que est-ce que ça aurait interféré avec l'office du dimanche matin? Parce qu'il valait mieux mettre Dieu de son côté. Parce que ça interférait avec l'office religieux du matin. Voilà. Il valait mieux mettre Dieu de son côté, c'était plus efficace. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les leçons qu'il faut en tirer, c'est l'adaptation de la réglementation en permanence à l'évolution des techniques. Moi je suis frappé pour les porte-conteneurs aujourd'hui qui ont 12 000, 15 000 boîtes, alors qu'on sait très bien que dans certaines conditions de navigation, les conteneurs du haut vont faire basculer le navire, et donc il y a des systèmes automatiques de largage, et on accepte ça. Voilà. Pour les navires à passagers, s'imaginer qu'on va pouvoir faire sortir du bateau dans des conditions difficiles 4 ou 5 000 passagers, ça relève aujourd'hui un peu de l'illusion, si vous voulez. Donc il faut en permanence réfléchir à l'adaptation de la réglementation à l'évolution des techniques. Respect de la réglementation. Je voudrais citer un exemple précis, parce qu'il faut être plus précis que ce qui a été dit encore. 43% des naufrages, les chiffres de mes étudiants, procèdent d'une erreur de l'officier de quart. Aujourd'hui, 43%, presque un sur deux. Pourquoi? Parce que dans
peut-être 70% des cas, on n'est pas en mesure de respecter la réglementation du Bureau international du travail qui prévoit qu'un officier de quart doit se reposer 10 heures par 24 heures, dont 6 heures en continu. Quand vous avez des navires de 5 ou 6 hommes, 2 ou 3 officiers de quart, ils ne démarrent pas le matin. Non, ils ne boivent pas. Ils ne biberonnent pas. Non, on ne part pas à 9 heures le matin pour arrêter à 18 heures. Quand vous avez insuffisamment de personnel, vous avez une fatigue, une baisse d'acuité visuelle, baisse de l'acuité auditive. Si vous nous mettez Patrick Mahé et moi sur le Titanic, je vous promets que... Oui, on fera un match. Voilà. Surtout au whisky irlandais. Voilà. Mais en revanche, pour parler de l'officier de quart, Murdoch, l'officier de quart au moment de l'accident du Titanic, il fait partie de ceux, dans les négligences, qui ont étouffé certains messages qui sont arrivés, et notamment les signaux optiques qui sont arrivés d'un bateau qu'ils ont... Il y a quelque chose qu'on ne m'a toujours pas... L'officier de quart. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne m'a toujours pas expliqué. Où était le commandant Smith? Alors, il faut bien qu'il se repose. Il allait se coucher. Donc il faisait dodo. Non, il est arrivé très vite. Il est arrivé très vite. Il est arrivé quelques immédiatement. Dites donc, vous le défendez beaucoup. Mais je vous soupçonne d'un petit peu de corporatisme. C'est un collègue. Mais je constate, il est arrêté. Le commandant ne peut pas être à la passerelle tout le temps. Le commandant, son premier devoir, c'est de se reposer pour être en état de prendre des bonnes décisions dans les moments difficiles. Et Smith l'a fait. Bon, si vous voulez. Thomas Andrew, l'architecte, le constructeur, Thomas Andrew, il a un comportement très élégant. Il est à bord, et quand c'est fini, il est dans le fumoir et il attend la mort. Il va dans le fumoir et il attend la mort. Bon. Et il se met, en revanche, sera attaqué parce qu'on sait qu'il le propriétaire, enfin le directeur général qui va dans un canot, le canot C, et après il y aura 1000 polémiques. Et c'est intéressant de dire Andrew, donc l'ingénieur qui a conçu le bateau, qui l'a fait construire, et qui est à bord. Dans les 10 minutes qui suivent l'accident, il sait que le bateau va couler, il dit dans 1 heure. Le commandant lui demande, il dit dans 1 heure. Bon, il se trompera, ce sera 2h30. Mais il le sait, parce qu'il sait, il a bien construit son bateau, et il sait que compte tenu des observations qui ont été faites, il va couler. Le règlement de bord de C'est dans l'air m'impose maintenant les questions SMS. Ah, il y a une première et très étrange et intéressante question. À qui appartient aujourd'hui le Titanic? Le nom lui-même est-il une marque déposée à votre connaissance? Alors, le Titanic, il est dans les eaux, enfin l'épave du Titanic est dans les eaux internationales, donc en principe elle n'appartient à personne, mais comme ce sont les Américains, ça a été découvert à bord d'un sous-marin américain, les Américains ont revendiqué, enfin il y a un juge américain qui a revendiqué pour les États-Unis et pour la société RMST, la propriété de l'épave. Comme une épave archéologique, en quelque sorte. Tout à fait. C'est le découvert du trésor, si je puis dire. Cela dit, à mon avis, vous prenez vous allez faire une plongée sur le Titanic à bord d'un sous-marin qui appartiendrait à un pays qui n'a pas d'accord avec les États-Unis, vous pouvez remonter ce que vous voulez. D'accord. Est-il possible de visiter l'épave du Titanic? Parce que moi j'ai vu qu'on organisait des trucs à 45 000 €. Il paraît qu'il y a une tripotée de sous-marins qui traînent sur place. 4 000 mètres. Il faut un sous-marin expérimental, disons, pour faire court, pour descendre à 4 000 mètres. On ne peut pas organiser de tourisme là, c'est une illusion. Bon, donc on s'approche, mais de très très loin, si je comprends bien. Il y a des gens qui économisent pour les il faut être seul et bien équipé en lampe électrique. D'accord. Serait-il envisageable de remonter l'épave à la surface, puis de la ramener à terre pour l'étudier? La question est quand même très intéressante, parce que la nouvelle rumeur, si je puis dire, qui là pour le coup n'est pas urbaine mais maritime, c'est de dire qu'il est en train de pourrir littéralement et qu'en gros dans 20 ans on n'a plus de Titanic. Alors déjà, à la première partie de la question, serait-il envisageable de remonter l'épave à la surface, puis de la ramener à terre pour l'étudier? Alors non, parce qu'il est cassé en deux déjà. Oui. Ensuite, parce que, en admettant que ce soit possible techniquement, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais la coque doit être fragilisée par son long séjour dans l'eau. Et dernier point, bon, il est exact que cette coque est en train de se détruire et que je ne sais pas si c'est dans 20 ans, mais peut-être dans 20 ans, pourquoi pas, il ne restera pratiquement plus rien. Bien. Et il faut laisser les bateaux mourir au fond de l'eau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les laisser en paix. Bien. On a essayé de remonter un pan du Titanic, un petit pan, on n'y est même pas parvenu parce que les conditions météo n'étaient pas... Ils sont arrivés à remonter des tôles, quelque chose qui doit peser 3 ou 4 tonnes. Alors justement, un morceau de Titanic se vend-il particulièrement bien aux enchères? On va avoir la réponse... Il y a la vente aux enchères
à New York, là. Voilà, on va avoir la réponse dans 48 heures. Ah bah bien sûr, c'est quelque chose qui se vend très très bien. Tout ce qui touche au Titanic, tout ce qui approche le Titanic, si vous avez des lettres de personnes qui ont approché le Titanic, c'est quelque chose qui se vend très très bien. Mais les 5500 objets qui sont mis en vente à New York, c'est estampillé, on est sûr que ça provient du Titanic, vous êtes aussi... tous ces objets... Moi je sais pas pourquoi, vous voyez, il y a haut, il y a comme un petit... J'ose espérer, parce qu'au prix où ça va partir... Voilà. Je sais que pendant un moment, il y a eu quelque chose qui n'était pas loin de l'escroquerie. Il y avait Alors on avait prétendu qu'il y avait un sac de courrier qui était arrivé à Cherbourg, qui aurait dû prendre place à bord du Titanic, et puis, coup de chance, il n'avait pas pris place à bord. Donc il y a eu des enveloppes timbré du Titanic, mais c'était quelque chose de faux, et ça enrichit quelques aigrefins. 1300 sacs postaux. 1300 sacs postaux à bord, la plupart venant d'Irlande d'ailleurs, pour les familles d'émigrants irlandais. Dans quelle mesure le film est-il le reflet de la réalité ? Il est pas mal quand même. Ah, il est très bien fait. Très, très Vous pensez qu'on est vraiment proche de ce qui s'est passé? Ouais. J'ai pas vu le film en 3D. C'est le même, mais en 3D. Le film de Cameron, c'est le 6e grand film sur le Titanic, c'est certainement le mieux fait. Il y a eu durant la guerre, Goebbels, le ministre nazi de la propagande, parce qu'on a voulu charger Bruce-Ismay, qui était de confession israélite, etc., pour dire, mais il a naufragé parce que vous avez voulu battre un record de vitesse, vous n'avez pas respecté les règles, au point que le réalisateur a refusé de faire tout ce que disait Goebbels. Le réalisateur a été emprisonné et s'est suicidé. On l'a suicidé. Où on l'a suicidé. Donc vous voyez, 40 ans après, encore une victime du Titanic. Il y a eu un beau film en 58 aussi, en noir et blanc. Oui, c'est Latitude 41, enfin A Night to Remember, qui est un excellent film également. J'adore parce que vous connaissez tout. Alors, les passagers survivants du Titanic furent-ils indemnisés? Oui, en partie. Mais pas beaucoup. Moins que ceux du Concordia. Le Titanic était assuré pour... il avait coûté 1,5 million de livres sterling de l'époque, il faut multiplier par 60. Ça, je n'ai pas la calculette. Oui. Mais je crois que les passagers rescapés ont été indemnisés à 10% du prix. Comment navigue-t-on de nuit dans les zones d'iceberg pour éviter pareille catastrophe? Amiral. Alors, deux choses. D'abord, à la suite du naufrage du Titanic, les Américains ont monté ce qu'on appelle la patrouille des glaces, qui n'existait pas, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, là, les navires s'échangeaient des informations et les communiquaient aux autres. J'ai vu un iceberg ou un pack à tel endroit. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la patrouille des glaces. Donc, ce sont des navires spécialisés qui suivent les glaces et qui diffusent l'information à l'ensemble des navigateurs. Bon, ça c'est le premier point, et ça date de juste après le Titanic. Bon, et puis la deuxième chose, c'est que aujourd'hui il y a des radars. Il n'y avait pas de radar à l'époque, donc avec un radar on ne peut pas. Vous voyez une masse pareille. Oui, on la voit. Déjà qu'il n'y avait pas de jumelles. Voilà. Un paquebot actuel coulerait-il aussi rapidement que le Titanic? Pas facile. Non, pas actuel, certainement pas. Vous savez, le Concordia, il a coulé parce qu'il était prévu pour tenir plus de 48 heures avec une brèche de 15 mètres, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Bon, le Concordia, il a une brèche de 70 mètres, pardonnez-moi, parce que lui aussi, on l'avait ventré toute seule. Non, les paquebots aujourd'hui peuvent tenir. Le danger des paquebots, c'est parfois plus l'incendie. Un paquebot doit tenir aujourd'hui. Il doit tenir. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'un paquebot tiendra dans tous les cas. Je crois que c'est impossible. Mais comme le dit Christian Buchet, ce qu'il faut redouter aujourd'hui, ce que les commandants redoutent, ce que j'ai redouté comme les autres, c'est l'incendie. Et je l'ai vécu et c'est pas drôle. Ce qui paraît paradoxal d'ailleurs, puisqu'on est entouré d'un agent extincteur, l'eau. Oui, on est d'accord, le paradoxe surprend. Mais on a bien compris que c'est la véritable angoisse. Oui. Et le bateau est parti avec un incendie à bord, on le rappelle encore. La chaudière numéro 6. Combien de temps peut-on survivre entassé à 20 dans un canot de fortune? Voilà. Longtemps. Tout dépend de... Dans l'eau, dans l'eau, là, du Titanic, quelques minutes. Il y en a qui ont survécu un petit peu, qui sont accrochés. Mais dans le canot... Mon médecin m'a dit 20 minutes. On peut, oui. Si vous êtes en bonne santé... Alors 20 minutes dans l'eau glacée. La question est sur dans le canot. Dans le canot, là, plusieurs jours. Plusieurs jours. Les naufragés du radeau de la Méduse, 13 jours. Hein. Oui, mais il faisait meilleur. À cause de la température. Là, c'est des questions de température. Mais la température joue beaucoup sur la durée. Température, normalement, il y en a dans les canaux. Là, le Carpathia a mis combien de temps pour arriver d'ailleurs? Le Carpathia était il est arrivé à 4h40, ce qui lui a permis de récupérer les Beaucoup sont morts dans les canaux. Oui. Mais beaucoup sont morts dans les canaux? Certains. Mais parce qu'ils étaient trempés. De froid. Transit froid. Quelle horreur. Que fait la recherche en matière de sauvetage, survie des naufragés?
Il y a des commandos de marine qui sont très spécialisés là-dedans. On sait très bien qu'il faut se protéger une certaine vertèbre. Quand vous tombez dans l'eau, il n'est pas évident qu'il faille toujours nager parce que vous allez brûler. Vous dites spontanément, je vais me réchauffer en nageant, mais vous brûlez toutes vos calories après. Vous risquez d'y passer. Il y a des nageurs de combat amiral, je crois, qui peuvent survivre dans certaines eaux beaucoup plus longtemps que les autres. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est pour les passagers, pour les pêcheurs en particulier qui tombent à l'eau. Bon, il y a des centres spécialisés, notamment en Bretagne, à Nantes, des instituts, etc. Et puis la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, qui est très impliquée dans ce problème, et notamment pour la promotion des gilets de sauvetage, intégrer ce qu'on appelle la brassière intégrée pour que le marin qui tombe à l'eau, au moins, puisse flotter. Est-il vrai qu'au moment où il disparaît sous l'eau, le bateau crée un tourbillon qui aspire tout vers le fond de la mer? Ce sera la dernière question. Ça n'a pas été le cas du Titanic, mais ça a été le cas d'autres bateaux. Oui. Merci infiniment d'avoir été aussi passionnant pour un sujet qu'on croit pourtant tellement connaître. Rediffusion de ce C'est dans l'air à 22h15. Très bonne soirée sur France 5 et nous vous retrouvons bien entendu demain pour une émission en direct. Auparavant, Axel de Tarlet recevra son invité. Bonsoir, à demain, merci.